Si vous n'avez pas d'autres besoins d'épargne pour des projets précis, résidence principale, apport, voiture, enfant, et que vous avez juste du long terme, il ne faut pas tomber dans ce biais de continuer à épargner inutilement. Une fois qu'on a défini son épargne nécessaire de précaution, tout le reste, on est censé l'investir. De l'immobilier, je vois pas grand intérêt à diversifier encore vers de la SCPI. Généralement, on fait soit l'un, soit l'autre. Soit on est engagé dans la gestion de son patrimoine immobilier, et donc on a investi en direct, soit on cherche à être 100% passif, comme on peut l'être sur la partie marché financier avec des ETF, et dans ce cas-là, on va avoir un portefeuille de SCPI. Arrêtez avec cette erreur. La fiscalité avantageuse de l'assurance vie, elle s'applique uniquement sur les plus-values. Et donc, il y a combien de personnes qui me disent moi, je veux garder mon assurance vie, bon, j'ai pas de plus-value dessus, mais il y a les 8 ans d'ancienneté. Ça ne sert à rien. L'avantage fiscal, c'est sur les plus-values. S'il n'y a pas de plus-value, l'avantage fiscal est inutile. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de patrimoine d'un jardinier paysagiste de 32 ans qui gagne 2500 € par mois et qui travaille actuellement en Australie. On a donc le patrimoine ici de Camille, 32 ans, qui est mariée sous le régime de la séparation de biens, qui est jardinier paysagiste, donc dans le service public depuis maintenant 10 ans, avec un type de contrat en CDI et qui a un profil dynamique. Sa particularité, c'est d'être logé à titre gratuit. Ça, c'est une belle chance dont il faut profiter quand on en a l'occasion. Quand on est, par exemple, étudiant ou qu'on est encore jeune actif et qu'on peut habiter chez ses parents. Ça permet clairement de drastiquement améliorer la capacité d'épargne. Donc là-dessus, il faut en profiter. Le salaire est plus élevé en Australie, 2450 € par mois, plutôt que dans 1 ou 2 ans, quand il va retourner en France, où son salaire sera plutôt de 1500 € par mois. Ça fait vraiment se poser des questions de est-ce qu'on a envie de retourner en France pour presque diviser par 2 son salaire. Au niveau de ses objectifs, il a des objectifs court terme comme maximiser l'investissement, objectif d'investir 500 € par mois. Bon, ça va majoritairement dépendre de la gestion de ses finances personnelles, du suivi de ses dépenses, de la définition de ses budgets. Donc aujourd'hui, avec un très bon salaire comme il a actuellement, ça doit être possible. Il épargne 750 € par mois, avec 500 € pour les dépenses imprévues. Il a un budget voyage aux États-Unis pour août 2025, un autre projet à plus court moyen terme, et il devrait rester 2500 à 3500 €, 3000 € dans la poche épargne. Également à court terme, l'achat d'une voiture et d'un piano. Une voiture à environ 5000 €, une voiture d'occasion, et un piano d'occasion à environ 2500 €. C'est colossal hein, quand même, on se rend pas compte, mais prix piano, ici il y en a pour tous les types, mais ça peut rapidement chiffrer, notamment les pianos droits. On peut rapidement en avoir pour plusieurs milliers d'euros, donc là-dessus c'est une vraie dépense, mais c'est aussi un investissement plaisir. Pour rappel, hein, l'argent, c'est pas uniquement fait pour être accumulé, c'est fait pour être utilisé pour des choses qui nous font particulièrement plaisir. À moyen terme, il voudrait acheter sa résidence principale, et donc pour ça, il va réaliser un apport, 5000, 10 000. Bon, ça va vraiment dépendre du budget lié à la résidence principale. On peut généralement compter facilement 10 à 20% d'apport, donc s'il veut acheter une maison familiale, ça pourrait être juste selon la localisation. Et après l'achat de la RP, investir dans un premier bien immobilier avec également un apport. Ok. Dans 5 ans, il voudrait investir 50 € par mois dans un ETF ACWI IMI sur un compte titre ou sur une assurance vie à l'arrivée d'un enfant. Donc là, je suppose que c'est pour prévoir les études supérieures de son enfant. Donc un ETF ACWI IMI, ACWI IMI, ici, index. Pour rappel, c'est un indice boursier qui est très diversifié, beaucoup plus que le MSCI World. Le MSCI World, hein, tout le monde connaît le TF World, c'est environ 1400 entreprises, et ça représente 85% de la capitalisation boursière mondiale. Ici, un ETF ACWI IMI, c'est 99% de la capitalisation boursière mondiale, et c'est plus de 8600 entreprises. Donc c'est beaucoup plus diversifié qu'un ETF World, mais en contrepartie, si on regarde ici, hein, un ETF World, depuis 1994, ça a connu une performance annualisée d'environ 8,45%, alors qu'un ACWI IMI, ça a eu une performance de 8,06%. À quoi c'est dû? Et bien en fait, la différence entre le ACWI et le World, c'est que le ACWI prend également en compte les petites capitalisations et les marchés développés. Donc là, c'est le World IMI, c'est les grandes et petites capitalisations des pays développés, alors que là, le ACWI IMI prend en compte les petites et grande capitalisation des pays développés et des marchés émergents. Donc c'est beaucoup plus diversifié, mais vu que ça prend en compte les marchés émergents qui ont connu une moins bonne performance ces dernières années, hein, qu'on peut le voir ici, hein, c'est la courbe bleu turquoise, forcément ça a tiré vers le bas un petit peu la performance du ACWI IMI, et donc c'est un petit peu moins rentable, mais c'est plus diversifié. Et enfin, à long terme, payer les appartements études pour les enfants, pour son enfant, 10 000 € dans 20 ans, et une retraite complémentaire passive avec un objectif de 1000 voire 1500 € dans 30 ans.
Ok, très clair. Au niveau de ses connaissances, c'est via YouTube, newsletter, livre et podcast et Substack. Sous-côté, Substack, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme sur laquelle on peut retrouver des newsletters, des articles de blog. J'ai notamment la newsletter du Grand Bain qui est sur Substack. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez retrouver le lien en description. Il a moins d'1 an d'expérience. Sa meilleure décision, ça a été de se former et de passer à l'action. Sa pire décision, ça a été d'investir en Memecoin. Alors là, terrible, et je pense qu'au moment de la publication de cette vidéo, la vidéo sur le Memecoin de Trump aura été publiée, donc je vous invite à aller la regarder juste après. Mais en quelques mots, les Memecoins sont tout simplement des crypto-monnaies qui n'ont aucun objectif, aucune utilité. Ce sont uniquement des produits spéculatifs qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur une blague finalement. Donc même Trump, quand il a sorti son Memecoin, il a lui-même dit que ça n'avait aucun intérêt, aucune utilité, et que c'était uniquement pour le soutenir et soutenir son parti et son projet. Mais donc les Memecoins, le plus connu c'est le Dogecoin, dont Elon Musk a beaucoup parlé sur X et sur Twitter. Donc finalement voilà, ce sont uniquement des produits spéculatifs très risqués et qui n'ont absolument pas leur place dans un portefeuille, dans un patrimoine qui se veut bon père de famille. Quelques questions de la part de Camille lors de son retour en France qui voudrait ouvrir un PEA. C'est une bonne idée, le PEA pour rappel c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse quand on est résident fiscal français. Sa première option c'est donc de garder ses positions sur son compte titre, on va pouvoir aller regarder la composition de son patrimoine juste après, et d'arrêter de l'alimenter puis de continuer sa stratégie sur PEA. Ou bien sa seconde option c'est de vendre ses positions sur compte titre et IGO-PEA pour tout investir sur ce dernier. Alors là... grande question quand on part à l'étranger, quand on revient. Déjà, il faut savoir que si vous avez ouvert votre PEA avant de quitter la France, vous pouvez le conserver et continuer à l'alimenter. Donc ça, c'est utile si jamais et pertinent si vous comptez revenir en France. Par contre, si vous ouvrez un PEA, que vous quittez la France et que vous ne comptez pas y revenir, dans ce cas-là, ça ne sert à rien, c'est pas très pertinent de garder une partie de vos actifs en France. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux solder votre PEA, le clôturer et récupérer votre capital. La règle, en général, c'est il faut avoir la majorité de ses actifs dans le pays de résidence. Sinon, il y a plein de problèmes au niveau des conventions fiscales, au niveau des transferts, au niveau des frais. Et donc, ici, vu qu'il va compte revenir en France, ça serait pertinent d'ouvrir son PEA, ou ça aurait été pertinent de le conserver et de continuer à l'alimenter s'il l'avait ouvert avant de partir. Ici, c'était pas fait, donc il compte en ouvrir un à son retour. Que faire de son compte titre? Faut avoir en tête que là, Camille, il a un horizon d'investissement très long terme. Il a 32 ans, il va investir pendant au moins les 30 prochaines années. Et donc ici, le problème du compte titre ordinaire, c'est que c'est pas une enveloppe capitalisante. C'est-à-dire que dès que des dividendes vont être versés par les entreprises dans son compte titre, que ce soit à travers les actions ou les ETF, il va être imposé dessus à la flat tax. Pareil, s'il réalise des plus-values, s'il fait des arbitrages, il se dit je voudrais vendre cet ETF ou cette action et utiliser le capital pour acheter autre chose, toujours sur son compte titre ordinaire, déjà il va payer des frais de transaction, et surtout, si jamais il y a des plus-values, il va payer à nouveau la flat tax sur ses plus-values. Donc toutes ces micro-fiscalités, tous ces micro-frottements fiscaux que va connaître Camille en revendant ses positions sur son compte titre et en vivant, en investissant sur son compte titre ordinaire, ça va venir mécaniquement diminuer, réduire la performance long terme de son portefeuille. Alors qu'avec un PEA, vu que c'est une enveloppe capitalisante, il n'y a aucun impôt à payer tant qu'on ne sort pas l'argent du contrat. Donc quand on reçoit des dividendes ou quand on réalise des plus-values, cet argent, il est net de fiscalité et on peut le réinvestir et donc profiter au maximum des intérêts composés. Donc en clair, quand on a un horizon long terme, c'est beaucoup plus intéressant de solder ses positions sur compte titre pour les racheter, celles qui sont disponibles évidemment, sur PEA et profiter ainsi de la fiscalité avantageuse de l'enveloppe. Vu que je ne peux pas ouvrir d'assurance vie depuis l'Australie, est-ce qu'il serait bien de commencer à investir en SCPI en direct ou d'attendre l'ouverture d'une assurance vie une fois mon retour en France? Je suis pas sûr de ma TMI, tranche marginale d'imposition, mais je crois que c'est 20% et je connais pas les règles concernant les taxes sur les revenus fonciers ici en Australie. Alors effectivement, si vous êtes non résident fiscal français et que vous êtes même à l'étranger, il y a la très grande majorité des assurances vie qui ne vous seront pas disponibles. Donc ici, il faut déjà réfléchir à est-ce que c'est pertinent d'investir en SCPI, que ce soit en direct ou en assurance vie. On pourra regarder juste après, mais dans une logique de diversification et de gestion passive, ça peut l'être. Alors après, juste au-dessus, il mettait investir dans peut-être du Airbnb ou non, investissement résidence principale, voilà, pour louer, faire du Airbnb ici, faire un premier investissement immobilier. Donc si jamais il fait de l'immobilier, je vois pas grand intérêt à diversifier encore vers de la SCPI. Généralement, on fait soit l'un soit l'autre. Soit on est engagé dans la gestion de son patrimoine immobilier et donc on a investi en direct, soit on cherche à être 100% passif, comme on peut l'être sur la partie marché financier avec des ETF, et dans ce cas-là, on va avoir un portefeuille de SCPI. On peut faire les deux, mais c'est pas forcément le plus pertinent ou le plus cohérent. Et donc ici, en supposant que les SCPI sont adaptés à son
profil. Si jamais il investit en direct, si jamais vous êtes expatrié, la fiscalité des SCPI, ça va être 20%. Et si jamais vous n'êtes pas résident dans un état de l'espace économique européen, il y a également les prélèvements sociaux à payer, donc 17,2. Donc ça fait 37,2%. Donc c'est ça la fiscalité pour les SCPI en direct pour les expatriés. Et par contre, si jamais il attend l'ouverture d'une assurance vie, effectivement, en fait, l'intérêt d'investir en SCPI dans une assurance vie, déjà, c'est pas dans toutes les assurances vie, il faut bien choisir son assurance vie. Pourquoi? Parce que la plupart des assurances vie ne reversent pas 100% des loyers versés par les SCPI. Elles reversent uniquement 70, 80, 90%. Donc tout de suite, ça fait un manque à gagner important pour l'investisseur. Les SCPI qui reversent 100% des loyers, ça va par exemple être Spirit 2 de Linksea et Lucia Cardiff d'assuranceVie.com. Donc dans ce cas-là, si on investit en assurance vie, l'intérêt c'est notamment quand on a une TMI élevée à son retour en France. Et donc là, si à son retour en France, il est, comme il le prévoit, à un salaire de 1500 € par mois, sa TMI, elle devrait être autour des 11%. Donc c'est pas forcément le plus pertinent et on pourrait profiter des revenus en direct de la SCPI, des SCPI, pour venir améliorer son niveau de vie. Mais s'il est uniquement dans une logique de capitalisation, donc il veut uniquement réinvestir au maximum les loyers, minimiser le frottement fiscal et générer des revenus complémentaires pour plus tard, dans ce cas-là, ouvrir une assurance vie serait plus pertinent. Donc ça, la réponse à la question c'est si Camille pense avoir besoin des revenus complémentaires dès son retour en France, il faut l'acheter en direct. Si il pense qu'il n'aura pas besoin de ces revenus complémentaires et qu'il veut capitaliser au maximum, faire fructifier et limiter le frottement fiscal, il vaut mieux attendre son retour en France et investir dans une assurance vie. Après retour en France, l'ouverture d'une assurance vie Linksea ou Quorum, est-ce qu'il serait mieux d'utiliser les 2500 € dans ma vieille assurance vie pour les investir en ETF et ou SCPI? Les frais actuels de mon assurance vie sont de 0,6%. Déjà le choix par rapport à une ancienne assurance vie ou nouvelle, le biais, l'erreur que je vois beaucoup d'investisseurs particuliers faire, c'est de dire oui mais mon assurance vie, potentiellement ouverte par les parents, voire les grands-parents, bref une assurance vie historique, elle a plus de 8 ans, donc j'ai l'avantage fiscal, c'est intéressant pour moi, je préfère la garder même si y a des frais élevés ou il n'y a pas de très bons produits dessus. Arrêtez avec cette erreur. La fiscalité avantageuse de l'assurance vie, elle s'applique uniquement sur les plus-values. Et donc il y a combien de personnes qui me disent moi je veux garder mon assurance vie, bon j'ai pas de plus-value dessus, mais il y a les 8 ans d'ancienneté. Ça ne sert à rien. L'avantage fiscal c'est sur les plus-values. S'il n'y a pas de plus-value, l'avantage fiscal est inutile. Donc dans ces situations-là, il vaut mieux, quand le contrat est pas bon, au niveau des frais ou au niveau des produits disponibles, par exemple le cas de beaucoup de contrats bancaires où il n'y a pas forcément d'ETF disponible ou de SCPI disponible, ou que c'est des assurances vie qui ne reversent pas 100% des loyers pour les SCPI, coupez court, surtout quand on a un horizon d'investissement long terme comme c'est le cas pour Camille, coupez court et réouvrir une nouvelle assurance vie. Donc ici, ce qui serait mieux d'utiliser les 2500 € d'unité de compte dans ma vieille assurance vie pour les investir en ETF plutôt que de son ancienne assurance vie. Il faut voir si jamais il y a les bons produits disponibles dans son assurance vie. Et donc là, on pourra aller regarder juste après. Mais si il y a les bons produits, ici, 0,6% de frais de gestion sur les unités de compte, c'est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas de frais sur versement? Est-ce qu'il n'y a pas de frais d'arbitrage? Est-ce qu'il n'y a pas de frais de sortie? Tous ces éléments-là, ils doivent absolument être analysés et on ne peut pas uniquement se limiter aux frais de gestion sur une unité de compte de l'assurance vie pour répondre. Est-ce qu'il est intéressant pour moi d'investir dans des fonds datés à échéance, comme le Carmignac 2027, pour mes projets moyen terme, une fois en France avec un apport, etc., ou préparer l'arrivée d'un enfant. Alors, et est-ce que je dois focus sur les ETF obligataires pour l'instant? S'exposer aux obligations, avoir une partie d'obligations dans son portefeuille, c'est une très bonne idée. Par contre, la méthode avec laquelle il faut s'exposer aux obligations n'est pas toujours la même, la bonne méthode n'est pas toujours la même selon les taux d'intérêt, les taux directeurs. Actuellement, en 2025, les taux d'intérêt début 2025 sont encore relativement élevés par rapport à la moyenne historique. Et donc, on va privilégier l'investissement dans les fonds datés. Pourquoi? Pour rappel, un fonds daté à échéance, c'est quoi? C'est comme un panier d'obligations qui arrivent toutes à peu près à échéance en même temps et dont la composition est figée à la création du produit, à la création du fonds. On va faire par exemple un fonds daté 2028, Carmignac 2027, toutes les obligations ou la majorité des obligations de ce fonds arrivent à échéance à 2027 ou autour de 2027. L'intérêt du fonds daté, c'est donc de verrouiller une performance cible, parce que on a aujourd'hui des taux d'intérêt importants, donc les obligations et le rendement des obligations qui sont mises dans ce fonds, il est important, ce rendement. Donc acheter ce fonds, ça permet de verrouiller une performance importante. A l'inverse, si on est dans une période où les taux d'intérêt sont bas, on va pas forcément s'intéresser aux fonds datés parce qu'ils vont verrouiller une performance qui est elle-même basse, et on va peut-être plutôt s'intéresser aux ETF obligataires dont la composition est constamment renouvelée, et notamment les ETF obligataires à courte durée, pour que lorsque les nouvelles obligations seront émises avec un taux d'intérêt plus important, elles vont être ajoutées au panier, à l'ETF obligataire, et donc la valeur, le rendement de cet ETF obligataire va augmenter, et
donc ce prix aussi. Donc en conclusion, en 2025, il est préférable de s'exposer aux fonds datés à échéance pour investir en obligations et verrouiller une performance cible avec une échéance précise pour préparer l'arrivée d'un enfant ou l'achat de résidence principale. Mais les ETF obligataires, eux, seront plus intéressants quand les taux d'intérêt auront baissé et qu'on s'attendra à une hausse de ces derniers. Avant son retour en France et l'ouverture d'un PEA, je me demande s'il serait plus simple de reproduire le portefeuille ACWI optimisé au lieu de ma stratégie actuelle sur mon CTO. On va pouvoir aller regarder juste à côté la performance de son, la composition de son CTO, compte titre ordinaire hein, ici, mais reproduire généralement. On peut avoir un ACWI IMI optimisé. Ce qu'il appelle optimisé, ça va probablement être de le décomposer. Hein. On peut avoir juste l'ETF World, on peut avoir juste un ETF ACWI IMI, et on peut derrière l'optimiser en décomposant cet ETF avec de plus petits ETF plus performants. Que penses-tu de l'or dans un portefeuille? Est-ce que ça pourrait remplacer les ETF obligataires? L'or, moi je ne suis pas fan. À titre personnel, j'ai pas d'or. Je sais que c'est une valeur qui est considérée comme refuge par beaucoup, mais je suis pas un grand fan de l'or. Si jamais on regarde ici par exemple, hein, le cours de l'or, même pendant la crise Covid en 2020, là entre février et mars, en fait même le cours de l'or il a quand même assez fortement chuté quoi. Donc on n'a pas forcément eu cette protection face à la baisse des marchés actions. Hein, là si on regarde ici le MSCI World, pareil sur la même période entre janvier et mars 2020, on a eu une chute des marchés actions. Ceux qui avaient de l'or en se disant que ça allait les protéger, malheureusement ça n'a pas du tout eu cet impact là. Et sur le long terme, c'est à peine si l'or, bien sûr ces dernières années l'or a connu une belle performance, mais c'est à peine si l'or couvre réellement l'inflation sur le très long terme. Donc finalement je suis pas un grand fan d'or, et je pense que c'est vraiment si on s'y expose uniquement à travers des lingotins ou des pièces d'or, donc du côté physique, par rapport à des craintes sur la débancarisation, par rapport à des craintes sur l'économie française en particulier ou l'économie internationale, et donc on veut vraiment avoir des actifs tangibles chez soi, dans des coffres forts, sous son matelas, c'est pas forcément recommandé, mais encore une fois, si vous avez votre or physique à la banque, même problème, si jamais demain la banque connaît un bank run, c'est-à-dire un mouvement de panique général où les gens veulent retirer leurs sous, potentiellement vous pourrez pas retirer votre or qui est à la banque, et là vous vous sentirez un petit peu bête d'avoir votre or à la banque qui était censé vous protéger des problèmes bancaires. Donc finalement, en conclusion, l'or, je suis pas un grand fan, mais pour les profils les plus prudents, ceux qui veulent se prémunir au maximum des risques des marchés financiers, ils pourraient y allouer peut-être 5 à grand maximum 10% du portefeuille, ça serait déjà suffisant. Est-ce que ça pourrait remplacer les ETF obligataires? Pour moi, ça n'est pas du tout la même philosophie, le même objectif. L'or, ça ne génère pas de rendement, ça ne génère pas de valeur en tant que tel, alors que les ETF obligataires, eux, les obligations, ça va générer du rendement, ça participe au développement de l'économie, donc c'est vraiment deux actifs très différents. L'un est une valeur refuge, l'autre cherche à générer du rendement et de la performance avec un niveau de risque maîtrisé. En conclusion, c'est pas obligatoire pour moi dans un portefeuille. Et qu'est-ce que je pense des REITs? Alors les REITs, pour rappel, ce sont les Real Estate Investment Trust, et donc ce sont les sociétés d'investissement cotées en bourse. En français on parle des SIC. C'est des produits, ça peut être intéressant les SIC, mais le problème c'est notamment leur corrélation avec les marchés financiers. Alors à quoi ça sert un SIC? Un SIC, c'est une société d'investissement cotée en bourse qui investit dans de l'immobilier. Et donc, quand vous achetez des actions de SIC, vous vous exposez indirectement ou directement plutôt au marché immobilier. Donc, si jamais vous cherchez à développer entre guillemets votre patrimoine immobilier ou vous exposer au marché immobilier, c'est une solution. L'avantage, c'est que c'est très facile d'en acheter. Vous pouvez en acheter pour quelques euros. Là où, si vous achetez un appartement, une maison, ça coûte des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Ou même en SCPI, aujourd'hui, ça coûte plusieurs centaines d'euros pour investir dans des parts de SCPI. Pour investir dans des SIC, vous pouvez investir à partir de quelques euros. Pour investir dans un compte titre ordinaire ou dans une assurance vie. Donc à ce moment-là, vous profitez de l'avantage fiscal de l'enveloppe. Et en plus, les sociétés, elles ont des obligations donc de reverser des dividendes. Contrairement à toutes les autres entreprises, cotées en bourse, il n'y a pas d'obligation de verser un dividende, alors que les SIC, les REITs, elles l'ont. Et donc c'est notamment de mémoire, je crois que c'est autour des 70% des plus-values immobilière, donc quand elles vendent un bien et qu'elles génèrent une plus-value, il y a au moins 70% qui doit revenir aux actionnaires. Et pour les loyers qui sont générés par leur parc immobilier, c'est 95%. Donc en clair, c'est similaire au SCPI dans le sens où ça permet de s'exposer à un parc immobilier diversifié, ça génère des rendements. Par contre, le plus gros bémol, c'est leur corrélation avec les marchés financiers. Si demain il y a une chute des marchés financiers, une crise financière, les REITs, les sociétés qui sont cotées en bourse, elles sont aussi directement impactées. Alors que les SCPI, qui sont elles uniquement, qui ne sont pas cotées en bourse, elles sont beaucoup moins
sensible et elle serait beaucoup moins touchée par, cette crise financière. Donc si votre objectif c'est de générer des revenus locatifs, ok, pourquoi pas investir dans les SIC. Mais si votre objectif c'est de diversifier votre patrimoine, de construire votre patrimoine immobilier, là-dessus, les SCPI sont bien plus intéressantes que les SIC, qui elles restent selon moi trop corrélés au marché financier. Puis il y a aussi le sujet du taux d'endettement, hein. Les SIC assez endettés, autour de 40-41% de mémoire. Donc même si c'est moins qu'une société ou qu'un investisseur immobilier qui peut être endetté à hauteur de 80 ou 90% de la valeur du bien, ça reste quand même des taux d'endettement importants par rapport au marché coté. Et donc là, il faut faire attention, hein, on peut avoir un problème de solvabilité de la société en cas de crise. Donc pour moi, les REITs, c'est pas des produits suffisamment intéressants. On passe donc maintenant aux revenus et aux dépenses de Camille. Donc on peut voir ici, comme il nous l'a dit, il n'y a pas de loyer, effectivement, logé à titre gratuit. Là-dessus, rien de particulier au niveau des transports, du carburant, une voiture, des transports en commun, ok, très clair, des loisirs. Là, restaurant et bar, très bien. Des vacances et voyages, 25 € par mois. C'est assez light, hein, 300 € par an. C'est quand même très très light. Mais bon, vu qu'il travaille actuellement en Australie, je suppose que en fait, le voyage, c'est tous les jours. Pas de frais de banque, pas d'imposition. Donc là, étonnant peut-être, mais c'est peut-être son statut en Australie qui lui permet de ne pas payer d'impôts. Et enfin, d'autres dépenses, des dons divers, des points de santé et des cadeaux. In fine, hein, ça lui fait quasiment 50%, donc capacité d'épargne de 1250 € sur 2450. Il épargne 750 € et il en investit 500. Alors ça, pareil, important à avoir en tête, quand vous avez défini votre capacité d'épargne, votre épargne de précaution qui est, par exemple, ça doit représenter 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Donc ici, pour Camille, 1250 €, ça ferait environ, autour des 5000, entre 5000 et 7000 € d'épargne de précaution. Une fois que cette épargne elle est constituée, si vous n'avez pas d'autres besoins d'épargne pour des projets précis, résidence principale, apport, voiture, enfant, et que vous avez juste du long terme, il ne faut pas tomber dans ce biais de continuer à épargner inutilement. Une fois qu'on a défini son épargne nécessaire de précaution, tout le reste, on est censé l'investir. Il ne faut pas continuer à épargner, entre guillemets, au cas où, pour des objectifs qui n'existent pas et qui sont très flous. Donc ça, c'est vraiment, si on a une bonne capacité d'épargne, on investit autant que possible, on constitue son épargne de précaution, et ensuite on investit la totalité, parce que ce sont ces quelques dizaines, centaines d'euros en plus qui sur le long terme représentent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de plus au moment de la retraite. Au niveau de son capital, actuellement, il y a 500 € sur le compte courant, 600 € sur l'épargne court terme et 20 000 € sur les livrets d'épargne sécurité en Australie. Alors effectivement, là, si on regarde les taux d'intérêt en Australie, actuellement, ils sont à 4,35, donc assez élevé. Alors je sais pas quelle est la fiscalité qu'il faut appliquer dessus, c'était quelque chose autour de la flat tax comme en France, mais même à 4,35, on enlève 30%, donc on enlève 1,2, 1,5, donc il reste plus de 3% et un petit peu moins de 4%, quoi. Donc regardez, hein, selon où est-ce que vous habitez, potentiellement il y a des livrets d'épargne sécurité qui peuvent être, et là je sais pas si c'est extrêmement liquide, mais honnêtement, pour avoir des taux d'intérêt à 4,35%, ça reste quand même très intéressant. Donc là-dessus, c'est pas choquant, mais ça fait beaucoup d'épargne qui devrait donc être utilisée plus tard pour les objectifs qu'on a pu voir plus tôt. Au niveau des contrats compte titre ordinaire chez Interactive Brokers, ok, c'est pas le courtier le plus facile à utiliser au niveau de l'interface utilisateur, mais c'est un courtier qui est très complet, très complet au niveau des outils disponibles. D'analyse, des effets de levier, etc. Donc c'est pas un courtier que je recommanderais pour des investisseurs débutants. Là on irait plutôt sur des outils faciles d'utilisation comme Trade Republic, Fortuneo, Boursobank, Saxo Bank, voilà, tous les courtiers en ligne. Au niveau de l'assurance vie, c'est le contrat MAF Winalto. Donc c'est celui-ci où il devait avoir 0,6% de frais de gestion. Bon, il y a un petit peu d'argent dessus, mais pourquoi pas, bien vérifier. Vaut mieux, encore une fois, couper court avec un mauvais contrat dès aujourd'hui et recommencer sur de bonnes bases. Au niveau de ses actifs, tout est en compte titre ordinaire, forcément. Pas accès au PEA ni à l'assurance vie vu qu'il est résident fiscal australien, mais il a bien compris qu'il faut absolument ouvrir son PEA à son retour. Et donc là, il a du S&P, du Stocks, de l'Emerging, du Russell 2000. Donc là, on a du S&P pour les grandes capitalisations américaine, du Stocks pour les grandes capitalisations européennes, des marchés émergents, grandes capitalisations. Le Russell 2000, c'est les petites capitalisations américaines. On a 2 ETF Smart Beta avec le World Momentum et World Quality. Donc ça, c'est, encore une fois, très bien, ça va être la base, hein, les fondamentaux d'une stratégie d'investissement avec du S&P, du Stocks, des marchés émergents et des petites capitalisations américaines. Ça, c'est très bien. Et au niveau des proportions, ça me paraît cohérent également. Le World Momentum, alors qu'est-ce que c'est? Le MSCI World Momentum Index,
Pour rappel, hein, ce sont des ETF Smart Beta. Donc, contrairement à un ETF World classique, leur capitalisation au Smart Beta, elle n'est pas faite par la pondération, pardon, n'est pas faite par capitalisation boursière. Elle est faite selon d'autres critères. Exemple ici sur le momentum, c'est tout simplement de dire si une entreprise a très bien performé ces dernières années, on va lui donner plus de poids dans l'indice. Et inversement, si une entreprise a moins bien performé ces dernières années, on va lui donner moins de poids. L'intérêt, donc, le momentum, c'est la logique de dire si ça a bien performé ces dernières années, ça va continuer, c'est un pari, mais ça va continuer à bien performer à l'avenir. Et donc, hein, c'est un pari qui a été plutôt gagnant jusqu'à présent. Si on regarde là, le MSCI World Momentum par rapport à un MSCI World classique, depuis 1994, c'est 11,42% de performance contre 8,55% pour un MSCI World traditionnel. Donc, c'est tout de même beaucoup plus performant. 3 points, c'est énorme la différence, mais ça vient en contrepartie d'une diversification qui est bien inférieure. Seulement 350 entreprises contre 1400 pour le MSCI World. Alors on pourrait se dire que c'est plus risqué, mais attention, hein, la diversification, c'est pas uniquement le risque, c'est pas uniquement la diversification, c'est aussi la volatilité. Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on regarde la volatilité du World Momentum contre le MSCI World Classic, c'est que sur 10 ans, la volatilité du World Momentum est de 15,07 et 15,06 pour le MSCI World. Donc en fait, on a le même niveau de volatilité. C'est pas fondamentalement plus volatile, c'est pas fondamentalement plus... Alors c'est plus risqué parce qu'il y a moins de diversification, mais au niveau de la volatilité, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'avoir des ETF Smart Beta, ça reste, bien que ce soit un pari, des produits qui vont chercher beaucoup plus de dynamisme et de performance que des ETF classique, pondéré par capitalisation boursière. Donc on peut tout à fait en rajouter à sa stratégie de manière ponctuelle. Donc ici on en a deux, hein, le World Momentum et le Quality, et ce sont deux très bons ETF Smart Beta qu'on peut ajouter dans des portefeuilles pour des profils dynamiques. Pour les ETF Commodity et nucléaire, là je suis pas un grand fan des ETF thématiques pour la simple raison qu'on va préférer des ETF géographiques comme tous ceux qui sont au-dessus, notamment parce que c'est les ETF géographiques qui présentent le meilleur ratio, le meilleur rendement par rapport au risque, par rapport à la volatilité, par rapport à la diversification. Ici, un ETF sectoriel, si jamais demain il y a une crise sur le secteur, par exemple ici du nucléaire ou des biens de commodité, forcément c'est tout l'ETF qui s'en verra impacté, et il y a plus de chances qu'un secteur soit en crise que toute une géographie, que toute une région géographique. Donc finalement, ces ETF-là, ça va uniquement si jamais on a des convictions particulièrement fortes sur ces secteurs-là. Et enfin, des obligations américaines et des marchés émergents. Là, j'ai pu en parler plus tôt. Je pense que ce sont des ETF obligataires ici. Je pense, à vérifier, mais on va préférer les fonds datés pour s'exposer aux obligations. Donc dans tous les cas, on voit qu'il n'y a pas d'obligations européennes, c'est très bien, les obligations européennes, c'est nul, très mauvaise performance depuis très longtemps, et même quand on voit la gestion actuelle au niveau européen, c'est pas forcément rassurant. Donc on va se concentrer sur, quand on veut s'exposer aux obligations, et notamment aux ETF obligataires, vers des ETF obligataires américains et des marchés émergents. Un petit peu de stock picking, des actions individuelles avec du Microsoft, du Tesla, du Oklo. Oklo, de mémoire, je crois c'est une société de minage. Oklo, c'est une entreprise de technologie nucléaire. Voilà, technologie nucléaire, et sur les 5 ans, bon, bah, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'il est rentré, mais s'il est rentré autour de 2024, belle performance cette entreprise. On a aussi du Rolls-Royce, pourquoi pas, donc les voitures, et enfin du Mara et du Riot. Mara, c'est une société de minage de crypto-monnaies. Et pareil, ici, alors Rolls-Royce. Par contre, sur les 5 dernières années, hein, Rolls-Royce, c'est pas la folie. Il y a eu un point bas, si on regarde, hein, le plus étendu. Assez volatile, hein, l'action Rolls-Royce, tout de même. Donc c'est quand même... Mais bon, depuis 2013, c'est la débandade. Hein. Donc là, ça reprend des couleurs depuis 2023, mais c'est quand même... voilà, on voit ici la volatilité d'une action individuelle. Et Riot Blockchain, c'est une entreprise de minage de crypto-monnaies. Et là, pareil, malheureusement, on l'a vu au moment du pic des cryptos en 2021. Énorme hausse, mais par contre, depuis, c'est le marché baissier. Alors, pas marché baissier pour toutes les crypto-monnaies, mais pour cette société de minage, en tout cas, c'est vraiment pas la joie. Donc ici, hein, pour moi, ça, c'est une entreprise morte, hein. Il y en a beaucoup des entreprises comme celle-ci. Donc faut faire très attention avec ces entreprises qui ont connu des très fortes hausses à une période pour des raisons conjoncturelles, hein, parfois ou structurelles, mais il y a très peu de chances qu'elles remontent. Pas de crypto-monnaie, pourquoi pas, hein, c'est pas obligatoire. Et donc la répartition des investissements ici, c'est ce qu'il nous a expliqué. Donc en conclusion, hein, pour un
portefeuille comme celui-ci, ce patrimoine-là, on va prioriser donc l'épargne pour les objectifs court terme. Et effectivement, là, ça doit aller vers, pourquoi pas, les comptes épargne, livrets sécurisés australiens, si jamais il rapporte beaucoup et que le capital est sécurisé et qu'il est liquide. Si jamais vous êtes non résident fiscal français, sachez que vous pouvez tout de même ouvrir un livret A, hein, et que si vous comptez rentrer en France, vous voulez sécuriser une partie de votre capital pour ensuite l'utiliser en France pour acheter une résidence principale, un investissement immobilier, une voiture, peu importe. Vous pouvez ouvrir un livret A. Il n'y a pas de contrainte de résidence fiscale pour ouvrir un livret A. Et par contre, le LDDS, non, il faut être résident fiscal français. Donc le livret A, c'est quand même une bonne enveloppe pour sécuriser du capital à court terme. Et pour la partie long terme, investissement, là-dessus, c'est une bonne diversification ici avec des ETF S&P, Stocks, Emerging et Russell 2000. On va rajouter un peu de dynamisme avec du Smart Beta. Là, il y a des paris encore un peu plus importants sur des secteurs technologiques. Libre à chacun de les avoir, mais sur la partie nucléaire et sur la partie commodité, voilà. Moi, j'ai pas d'avis et je ne veux pas faire de recommandations d'investissement là-dessus. Et au niveau des obligations, on l'a vu, il faut privilégier les fonds datés plutôt que les ETF obligataires, encore aujourd'hui en 2025, pour profiter des taux qui sont encore relativement élevés. Mais je pense que Camille a tout ce qu'il faut ici et il faudra bien adapter à son retour en France la gestion de ses finances personnelles et de ses dépenses pour conserver son taux d'épargne. Alors peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais en tout cas une bonne gestion de ses finances personnelles va lui permettre de continuer à investir fréquemment. Et là, par rapport à son objectif ici, hein, son objectif c'était d'avoir 1000-1500 euros dans 30 ans. Donc pour avoir 1000-1500 euros de capital, d'après la règle des 4%, il faudrait environ 250 000, environ un petit peu plus, ouais, autour de 250 000, 300 000 euros. On va dire 300 000 euros de capital dans 30 ans. Donc il a 30 ans. Si jamais il investit pendant 30 ans, quel serait le capital à par exemple 8%, ce qui est tout à fait atteignable avec le portefeuille qu'il a construit aujourd'hui, en partant de zéro. Il faudrait qu'il mette chaque mois, ouais, allez, 200-250 euros, autour des 250 euros par mois, pendant 30 ans, à 8% de rendement pour atteindre ces 350 000 euros. On investit ces 350 000 euros, 54 000 euros, d'ailleurs, à 5% de rendement. Donc si on met ici 350 000 à 5% de rendement, ça va nous faire donc ici ceci par ceci, 17 000, et ensuite on fait ça divisé par 12, ça lui fait 1475 euros brut. Donc on enlève la fiscalité selon s'il est sur PEA, assurance vie, compte titre. Mais voilà, si on garde, disons, allez, 80%, on est donc sur du 1200 euros net de fiscalité. Donc là-dessus, on est dans les objectifs, c'est largement dans les cordes de Camille pour atteindre son objectif. Mais pour ça, il faut bien, 1, optimiser la stratégie pour aller chercher les 8% de rendement actuellement. 2, bien gérer ses finances personnelles pour maximiser sa capacité d'épargne. Et 3, s'y mettre le plus tôt possible, mais c'est ce qu'il a commencé à faire dès maintenant. Donc là-dessus, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Et donc Camille, ici, là, il va pouvoir bien optimiser sa stratégie. C'est intéressant ce qu'il a pu faire là, mais il y a encore des petits sujets d'optimisation. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça. Si jamais vous voulez, comme Camille, que j'analyse votre patrimoine, vous pouvez retrouver ce fichier disponible dans la description. Il vous suffit de me le renvoyer à l'adresse mail indiquée. Et derrière, juste ici, vous allez pouvoir, si jamais le fichier est bien rempli, qu'il est bien complet, bien détaillé, eh bien j'analyserai votre patrimoine lors d'une prochaine vidéo. Donc vous pouvez retrouver ce fichier gratuitement en description. C'était Charles Elias et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.